Une interview est toujours un moment privilégié entre un journaliste et un intervenant, permettant aussi d'aborder des aspects plus personnels et moins connus. Odile Lano est rédactrice en chef de L'Enfant et la Vie, le magazine des parents chercheurs édité par le Centre Nacita du Nord et partenaire de la conférence avec Michel Audin. Elle a souhaité prendre un temps d'échange avec ce spécialiste de la périnatalité. Nous vous proposons de plonger dans quelques extraits de cet entretien. Que vous a-t-on dit de votre propre naissance, Michel Audin ? Eh bien, je suis né le 7 juillet 1930, dans un village de l'Oise, à la maison bien entendu, en 1930, on naissait à la maison, presque toujours. J'étais le premier enfant pour ma mère qui avait 35 ans. J'ai appris, il n'y a pas tellement longtemps, que les premières contractions avaient commencé à 10h du soir et que je suis né à minuit. Ma mère a très souvent dit après que, par la suite, que le jour de ma naissance, c'était le jour le plus joyeux de sa vie. Voilà ce que je sais. C'est un beau cadeau, ce qu'elle vous a dit. Ce qui est intéressant, c'est que ça, je l'ai entendu dire très souvent, mais le détail, que le fait qu'elle avait les premières contractions à 10h du soir et puis que je suis né à minuit, ça c'est un détail que je n'ai eu obtenu que quand elle était dans les années, elle avait 90 ans ou plus, 93, 94, je ne sais plus, et parce que vraiment j'ai posé les questions, sinon elle n'en parlait pas, elle n'en parlait pas. D'où vous vient cet intérêt pour la naissance en général, à la fois sur le plan international et historique, me semble-t-il ? Disons que mon intérêt primaire n'est pas forcément pour la naissance. Je m'intéresse plutôt à l'avenir de l'humanité en général. On ne peut pas s'intéresser à l'avenir de l'humanité sans s'intéresser à la façon dont naissent les bébés et à ce qui se passe au début de la vie. Et en fait, mon intérêt n'est pas fixé sur la période de la naissance. Dans notre centre de recherche à Londres, qui s'appelle le Centre de recherche en santé primale, avec notre banque de données, bien, on ramasse, on réunit toutes les études qui explorent des corrélations entre ce que nous appelons la période primale et ce qui se passera plus tard dans la vie. Et la période primale, ça inclut la vie fœtale, la période de la naissance et l'année qui suit la naissance. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on s'intéresse ainsi aux conséquences à long terme de ce qui se passe au début de la vie, lorsqu'on pense en termes de civilisation, lorsqu'on pense à l'avenir de nos civilisations, on en arrive à réaliser que jusqu'à présent, on avait sous-estimé l'importance de ce qui se passe au moment de la naissance. Même très souvent, c'est un petit peu comme si on a toujours préféré l'ignorer. C'est pourquoi, bien sûr, c'est un sujet qui revient, mais très souvent, j'évite d'associer mon don toujours avec le mot naissance. Est-ce que vous nous diriez pourquoi vous êtes devenu gynécologue accoucheur, obstétricien ? Je serais tenté de penser qu'il y a une part de hasard, parce que je ne suis pas gynécologue accoucheur à l'origine. À l'origine, je suis chirurgien. Mais j'ai été formé à la chirurgie dans les années 1950. Et c'est précisément dans ce cours de cette décennie que la nouvelle technique de césarienne, celle qu'on appelle la césarienne segmentaire, s'est développée. Ce qui fait que soudain, la césarienne est devenue une intervention beaucoup moins risquée. Auparavant, on faisait des césariennes que vraiment comme dernière ressource. C'était dangereux, c'était pas simple. Mais alors, le résultat, comme cette intervention est devenue relativement plus sûre, moins dangereuse, la demande s'est accrue. Et à l'époque, la plupart des gynécologues accoucheurs n'avaient aucune formation chirurgicale. Ils connaissaient que les forceps, c'était ça leur domaine, ça. Donc ils étaient tributaires des chirurgiens. Et il n'y avait rien de plus facile pour un jeune chirurgien que d'apprendre la nouvelle technique. Et il se trouve, un peu par hasard, que je suis devenu très familier avec la technique pendant les événements d'Algérie. Quand je faisais mon service militaire, j'ai fait 1 an et demi à l'hôpital de Tizi Ouzou, où je faisais toutes sortes de chirurgies d'urgence, y compris les césariennes, des femmes qui arrivaient de la montagne après 48 heures de travail, des choses comme ça. Donc je suis devenu très familier avec la nouvelle technique de césarienne, ce qui fait qu'après, partout où je passais, j'étais celui qui connaissait la nouvelle technique. Par exemple, j'ai remplacé un chirurgien en Guinée en 60. Et quand je suis arrivé à Pithiviers, en 1962, c'était pour m'occuper, pour prendre en charge le service de chirurgie. Et je n'avais pas prévu qu'il y avait dans l'hôpital une petite maternité pour les besoins locaux, avec 200 accouchements par an,
avec 2 sages-femmes qui m'ont accueilli avec enthousiasme parce que je connaissais la nouvelle technique. Alors que jusqu'à-là, à Pithiviers, avec un vieux chirurgien qui faisait encore les césariennes classiques. Vous voyez. Et c'est comme ça que, d'une façon pas très officielle, en plus de mon activité de chirurgie, en réalité, c'est moi que les sages-femmes appelaient quand il y avait un problème. Et c'est comme ça, d'une façon non officielle, je me suis occupé de la maternité tout en plus de mon activité chirurgicale, qui était l'essentiel. Et ce qui m'a conduit à souvent jouer un peu le rôle de l'outsider, celui qui voit ça de l'extérieur. Je posais aux sages-femmes des questions innocentes. Pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? Une femme qui, par exemple, le bébé arrive, elle est agrippée au bord de son lit, le bébé arrive. Pourquoi vous la mettez sur la table? Le bébé arriverait de toute façon. Des questions innocentes. Pourquoi coupez-vous le cordon tout de suite? Pourquoi rompez-vous presque toujours la repoche des os? La question, c'est ce qu'on a appris à l'école, bien sûr. Et puis, petit à petit, on a remis en cause des pratiques. On s'est intéressé beaucoup à l'environnement de l'accouchement. Visiblement, surtout parmi les femmes rurales, il y en a beaucoup qui sont inhibées dès l'instant où elles sont dans un hôpital. C'était évident. Donc, transformation de l'environnement, transformation des salles d'accouchement, transformer en petites salles de naissance comme à la maison, se réunir le mardi soir pour chanter ensemble, piscine d'accouchement pour se relaxer, des choses comme ça. Alors, le résultat de ces transformation, c'est que quand je suis arrivé, comme je le disais, il y avait 200 accouchements par an. Ça pouvait être un petit supplément dans ma pratique, avec des taux de césarienne encore très faibles, c'était pas grand-chose. Mais en 77, on en était à 1000 accouchements par an. Donc à partir de ce moment-là, j'avais plus le temps de m'occuper de la chirurgie. Il fallait des collègues pour s'occuper de la chirurgie, et je m'occupais à plein temps de la maternité, plus encore un peu de chirurgie gynécologique. Donc je suis devenu un peu par hasard, du fait des circonstances. Oui. Accoucher, pour vous, c'est un acte intime. Disons que l'accouchement chez les mammifères et à l'origine sans doute chez les humains, c'est un événement qui, en général, se passe en dehors du lieu de vie, de la vie quotidienne. Tous les mammifères se débrouillent pour ne pas se sentir observés quand elles accouchent. Et c'était sans doute la même chose chez les humains, jusqu'à l'époque où on a appris à domestiquer toute forme de vie, les plantes, les animaux, puis tous les aspects de la sexualité. Il y a eu toute cette révolution néolithique. Donc, à l'origine, c'est un événement très, très, très privé, très personnel. Quel est le danger du très médicalisé? La question, c'est plutôt, c'est pas d'éliminer la haute technologie, c'est pas l'objectif primaire. L'objectif primaire, c'est de redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche, de façon à ce qu'on ait moins besoin de la haute technologie. Donc il faut plutôt faut poser les questions à l'envers. S'il fallait s'inspirer des pratiques d'un pays, vous nous en conseilleriez un? Non. Toutes les sociétés, depuis des millénaires, ont profondément perturbé les processus physiologiques dans la période de la naissance, avec des croyances, des rituels, toujours séparer la mère du nouveau-né, toutes les sociétés pratiquement, retarder l'allaitement maternel. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun modèle culturel qui peut nous aider, il n'y a que la physiologie qui peut nous aider. Et qui nous a déjà aidés en ce qui concerne les besoins de base du nouveau-né. On a appris à la fin du XXe siècle, quelque chose qu'on avait ignoré depuis des millénaires, c'est qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. C'est la grande découverte scientifique du XXe siècle. Un nouveau-né a besoin de sa mère. Ça ne se savait pas il y a un demi-siècle. On séparait toujours la mère du nouveau-né, on retardait l'allaitement, les croyances, les rituels, le colostrum est mauvais, on lave tout de suite le bébé, on l'habille, on le montre à sa mère, on le met dans un berceau. C'est pas une découverte scientifique liée à ce que nous a apporté une discipline scientifique, c'est une accumulation de données de plusieurs disciplines qui ont fait qu'aujourd'hui, on sait qu'un nouveau-né a besoin de sa mère. Ça ne se savait pas il y a un demi-siècle. Alors, puisqu'on a pu, grâce à la science moderne, redécouvrir les besoins de base du nouveau-né, malgré des millénaires de conditionnement culturel, pourquoi pas redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche, malgré le pouvoir des conditionnements culturels qui sont énormes. J'ai déjà fréquenté des milieux obstétricaux il y a un demi-siècle. Eh bien, j'ai jamais entendu parler d'une femme qui demandait à garder le bébé dans ses bras après la naissance. C'était contraire au conditionnement culturel. Elle acceptait qu'on se dépêche de couper le cordon, on donne des soins au bébé, puis on le prend. Mais ça a été comme ça pendant des millénaires. Il a fallu la science pour découvrir que le nouveau-né a besoin de sa mère. On ne réalise pas que c'est la grande découverte scientifique du XXe siècle, qu'un bébé a besoin de sa mère.
Et là, aujourd'hui, on peut penser que peut-être de la même façon, on va redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche, mais il n'y a pas de modèle culturel.